Espace TV, le 22h. Vous êtes très nombreux chaque jour à nous suivre en Afrique, un peu partout dans le monde quand il est 22h sur Espace TV. Merci mesdames et messieurs de votre fidélité. Bienvenue dans le 22h, dont voici les principales articulations. La date officielle du début des examens nationaux sera connue ce jeudi, c'est du moins l'annonce faite par le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, une annonce qui intervient après plusieurs propositions de calendrier. Et puis nous parlerons de la progression de la Covid-19. Faut-il vraiment s'en inquiéter? Le taux de contamination passe de 2 à 3%. Le relâchement du respect des mesures barrières en serait la cause. L'ANSS rappelle à l'ordre et invite à la vaccination. Et pour terminer cette édition, il sera question de l'hygiène de la femme pendant son cycle menstruel au compte de la rubrique Angle de la rédaction. De nombreuses femmes souffrent avec cette réalité naturelle, notamment les jeunes filles qui ne savent pas comment se font les toilettes intimes, ou parmi celles qui le savent, certaines n'ont pas les moyens de s'acheter des cotons hygiéniques. Ce jeudi, élèves et parents d'élèves pourraient être situés sur la date exacte du début des examens nationaux. Des propositions de calendrier sont faites. En attendant, le ministère de l'Éducation nationale s'attelle aux préparatifs. Mamadou Kalisso, Mamadou Aliouba. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est prêt à organiser les examens de fin d'année. Selon son porte-parole, les listes des candidats sont prêtes. Celles des correcteurs et surveillants sont en cours de traitement. Des propositions d'agenda sont faites et soumises au gouvernement. Elles seront examinées en conseil interministériel ce mardi. Les calendriers des examens devraient être connus dès jeudi prochain. Ce qui est important par contre, c'est que tout le monde retienne que les examens auront bel et bien lieu en ce mois de juillet. Je crois que c'est le plus important. Les cours ont démarré cette année avec 3 mois de retard. Voilà, petit souci technique avec cet élément de Mamadou Kalisso. Nous y reviendrons certainement avant la fin de cette édition d'information. L'Assemblée nationale a pris acte du rapport d'exécution budgétaire 2020 en attendant la présentation de la loi de la réglementation qui va justifier les chiffres avancés par le ministère du Budget. Ce vendredi, des députés se sont interrogés sur la baisse du niveau des investissements en face. Le ministre du Budget a tenté de les rassurer. Reportage, Mamadou Boulere Diallo, Yacouba Traoré. Cette plénière s'est tenue dans des conditions difficiles liées notamment à la coupure du courant électrique à l'Assemblée nationale. Le manque de groupes électrogènes aussi persiste. Les députés ont dû faire avec les moyens de bord. Nous n'avons pas eu de courant depuis pratiquement 5 heures. Et on n'a pas pu tirer les copies du rapport. Mais le rapporteur ou le président de la commission se fera le devoir de vous le lire. Après donc la présentation du rapport, s'en est suivi les questions-réponses et puis l'Assemblée nationale a pris acte du rapport d'exécution budgétaire 2020 mais ne peut pas justifier les chiffres qu'il contient. Le président de la commission économie et finances dit la raison. Ce rôle de justification ou de contrôle de la véracité des informations contenues dans ce rapport revient à la Cour des comptes. Et cette Cour des comptes, quand elle finit de vérifier l'authenticité de ces chiffres, ça devient une loi. Le ministre du Budget a reçu beaucoup de fleurs pour le respect du temps de dépôt du rapport. Une première selon les parlementaires. Ismaël Djoubaté a été confronté à plusieurs autres questions et il s'est attardé sur le manque d'investissement dans le pays. Quel est l'avantage pour une entreprise, pour un investisseur de venir créer une entreprise en Guinée par rapport au Sénégal? Est-ce que c'est le courant qui coûte moins cher, l'eau qui coûte moins cher? Est-ce qu'on a les débouchés? Est-ce que les routes sont viables? C'est de cela qu'on est en train d'adresser la question. Et je vous ai dit ici, il y a de cela une année, qu'avec Swapiti
Et puis en Maria, la Guinée va devenir exportatrice nette d'électricité dans la sous-région. Donc c'est un avantage concurrentiel. La loi de la réglementation est en cours de préparation et les députés exigent de la Cour des comptes de vrais chiffres. Ouverture ce mardi à Conakry du premier conseil d'administration d'AFICON, entendez Agence de financement des communes de Conakry. Les échanges s'étendront sur 2 jours à compter de ce mardi. Il s'agira, au cours de la rencontre, de faire l'analyse et la validation des travaux sur les programmes liés notamment au développement socio-économique du pays. Compte rendu, Djenab Bangoura, Ibrahim Assouma. L'ouverture de cette session a commencé par un hommage rendu au président de la République pour son implication personnelle dans l'organisation de cette première session ordinaire du conseil d'administration. Le mérite est revenu également au Premier ministre et au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Pour cette première journée, il s'agit d'établir des programmes liés aux différentes communes du pays qui seront analysés et validés. L'occasion qui nous est offerte aujourd'hui résulte de la vision du chef de l'État de faire les communes et de la ville de Conakry un territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. La mission de l'agence, encore une fois, est de donner corps à cette vision du président de la République en travaillant à la réduction de la pauvreté par l'amélioration de l'offre de services socio-économiques de qualité aux populations de Conakry et en offrant à ces populations un cadre de vie propre, sécurisé et où il fait bon vivre. La mise en place de l'AFICON se justifie également par la nécessité de rattraper le retard des communes en matière d'équipement de base d'infrastructures et autres besoins pressants. L'objectif est de donner corps à la vision 2040 qui veut positionner Conakry comme une métropole d'équilibre au niveau de notre sous-région. Tout ce qui concourt à l'amélioration du cadre de vie sera pris en compte par l'Agence de financement des communes de Conakry avec le concours des efforts, martèle le directeur général. Mon engagement pour le développement équitable des communes de Conakry ne suffira aucune ambiguïté. Les différentes actions que je poserai avec mon équipe se feront sur la base d'une vision d'équité, d'harmonisation et d'équilibre. Pour matérialiser le souhait du président professeur Alpha Condé, l'AFICON entend impulser le développement harmonieux et durable des communes et la ville de Conakry en leur donnant une bonne visibilité. La Guinée passe désormais de 2% du taux de contamination lié à la Covid-19 à 3%. Cette légère hausse serait due au désintéressement accru des citoyens face aux vaccinations notamment. Et il n'y a pas que cela, les mesures barrières disparaissent des habitudes. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, à travers son département chargé des études de surveillance, a passé un message aux 150 000 personnes devant bénéficier de leur 2e dose, ainsi qu'à toutes les personnes éligibles à la vaccination. Le point, c'est avec Ali Badra Kamara et Ibrahim Sori 5 Souma. La Guinée a démarré la 26e semaine depuis la résurgence de la Covid-19. Malheureusement, le département chargé des études de surveillance de l'ANSS constate une flambée du taux de contamination qui passerait de 2% à 3% à cause, dit-on, du non-respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. La semaine 25 de cette année, on était à 2,1%. C'est-à-dire quand on testait 100 personnes, il y avait 2 personnes qui revenaient positives, mais c'est monté à 3,3% la semaine 25. Donc cette semaine qui a fini le dimanche passé. C'est pour dire que la contamination communautaire continue encore. Dans la circulation, certains citoyens ne se rappellent plus de l'existence de la maladie. Le port des bavettes foulé au sol. Sur les sites de vaccination, l'engouement n'est plus au rendez-vous. Et la communication soit faite afin que ceux qui ont déjà pris la première dose et qui sont dans la période de prise de la 2e dose viennent chercher leur 2e dose. Donc ça nous permettra de rehausser le niveau de consommation des vaccins en 2e dose. Donc, par conséquent, d'augmenter le nombre de personnes complètement vaccinées. Plus de 150 000 personnes sont attendues pour la prise de la 2e dose.
Seule remarque, les agents vaccinateurs regrettent le retard des citoyens dans la prise de la deuxième dose. Ces derniers temps, on voit que les mesures barrières sont plus ou moins abandonnées. Et vous voyez, si on n'augmente pas la proportion de personnes ayant pris les 2 doses, donc complètement vaccinées, il y en a qui vont prendre une première dose et se considérer comme étant à l'abri. En Guinée, l'indice de positivité passe de 2,1% à 3,3%, soit 128 cas positifs à 201 cas au cours des 2 dernières semaines. Le taux d'occupation des lits d'hôpitaux serait aussi passé de 18% à 18,30%. Et le taux de décès reste pour le moment à 0,7%, soit 168 cas de décès hospitaliers. Voilà, la Covid-19 progresse, vigilance donc ici. Tenez, savez-vous qu'à partir de ce 15 juillet, les véhicules âgés de plus de 13 ans sont interdits à l'importation en République de Guinée, une mesure prise par le chef de l'État en décembre de l'année dernière qui ne fait pas que les heureux dans le secteur de l'importation des agents d'occasion. Ces importateurs d'ailleurs remettent également en cause l'expertise et les frais de contrôle qualité d'une société choisie à cet effet. Justin Leno, Lamine Silla. Le décret pourrait entrer en vigueur à partir du 15 juillet prochain. Étant donné que la Guinée n'a pas d'usine de fabrication des véhicules, la décision des autorités interdisant l'importation des véhicules de plus de 13 ans est une inquiétude pour les importateurs. On ne peut rien contre l'État. On a fait beaucoup de démarches. Et le dernier courrier, le ministre des Transports, parce que nous relevons du ministère des Transports, a fait un arrêté à partir du 15 juillet. Tout véhicule plus de 13 ans maintenant ne rentre plus en Guinée. Donc c'est ça. Le gouvernement explique sa volonté par des questions environnementales. Autre facteur est d'offrir plus de sécurité à tous les usagers et peut-être même de confort. Quand on dit aujourd'hui l'importation des véhicules plus de 13 ans, c'est-à-dire des véhicules dont la première mise en circulation est de 2008, il serait très très difficile pour certains importateurs aujourd'hui de mener leurs activités. Pourtant, à Conakry, il est rare de voir un véhicule sorti d'usine dans la circulation routière. Le pays importe des véhicules de l'Europe appelés Bruxelles ou encore France au revoir, dont l'âge varie entre 10 et 30 ans. Nous n'avons pas les moyens nécessaires financiers de payer des véhicules qui sont cités dans le nouveau décret. Et nous n'avons pas surtout aussi des clients vraiment qui sont véritablement financièrement assis pour pouvoir payer ces véhicules qui sont indiqués. Le nouveau décret du président Alpha Condé sollicite désormais l'importation des véhicules comme cet autre de la marque Toyota, mis en circulation en 2019 et qui coûte environ 350 millions de francs guinéens. Très compliqué pour les pauvres citoyens. L'État doit garantir d'abord l'infrastructure de transport commun ici en Guinée, contrôle technique ici, et puis dire qu'on peut faire quelque chose à partir de l'extérieur, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Le commerce des véhicules emploie bon nombre de Guinéens. C'est d'ailleurs la réalité écrasante dans la majorité des pays non fabricants de véhicules. Le secteur risque de connaître des difficultés majeures. Lancement ce mardi à Conakry de la semaine de l'électricité avec pour slogan « L'énergie est notre avenir, économisons-la ». Cette semaine est celle des portes ouvertes où les clients seront écoutés et informés sur les réformes à l'électricité de Guinée. Rosaline Gotomenomou, Yacouba Traoré. Durant cette semaine dédiée, la Société électricité de Guinée entend se rapprocher de sa clientèle, les écouter, leur expliquer ses contraintes et leur faire part des nouvelles réformes du secteur. C'est une semaine constituée de journées portes ouvertes qui nous permet de nous rapprocher davantage de nos abonnés pour qu'on ait des discussions franches, des débats francs sur les problématiques de la fourniture d'électricité. Le directeur général de l'EDG se félicite du niveau de production de la fourniture d'électricité cette année dans le pays. Cela s'explique par l'engagement des agents et la disponibilité de la fourniture. Je pense qu'aujourd'hui, il est sans embâche que la production, aujourd'hui, elle est vraiment au niveau plus que supérieur. C'est la première année que nous venons de passer en République de Guinée sans grand cri en période d'étiage. On n'a même pas vu la période d'étiage passer. Ça, c'est pour deux raisons.
Premièrement parce que la fourniture elle est vraiment au rendez-vous, mais aussi les équipes de EDG ont ménagé aucun effort pour être au rendez-vous pour les questions de dépannage, pour les questions de prévention de panne de distribution. Mais il y a toujours beaucoup de travail à faire, le chemin il est long. Vraiment, c'est toute l'idée de cette semaine. La ministre de l'Énergie réitère l'engagement du gouvernement à accompagner la société EDG afin de pouvoir fournir un service de qualité à la population. Nous savons tous que l'électricité est importante pour tous. Elle est importante pour le développement économique de notre pays, mais aussi elle est importante pour le développement social de notre pays, parce que sans électricité, nous pouvons dire que rien ne pourra se faire. Nous continuerons au niveau du gouvernement à soutenir la société pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs, qui sont des objectifs importants pour le développement de notre pays, mais aussi pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Il faut rappeler que cette semaine de l'électricité est à sa première édition en Guinée. C'est une initiative qui s'inscrit en droite ligne de la politique gouvernementale en matière d'amélioration de la fourniture de l'électricité. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des services d'eau et d'assainissement dans le Grand Conakry, le gouvernement a mis en place le projet Eau de Guinée. Ce matin, le coordinateur du projet a, au cours d'un atelier, présenté le budget et le plan de travail au comité de pilotage du projet. Le point, c'est avec Nantene Sako, Mohamed Aloussen Kamara. Le 4e projet Eau se prépare et les initiateurs veulent aller vite. En attendant le lancement des grands travaux de ce programme présidentiel inscrit dans l'agenda Conakry 2040, le projet urbain Eau de Guinée Pueg voit le jour. C'est ce qu'on appelle ici une intervention intermédiaire. L'idée est d'assurer la remise à niveau de l'existant et la réhabilitation des captages de Kakoulima, de faciliter la réhabilitation des études stratégiques liées à la planification d'évacuation des eaux usées, de garantir l'approvisionnement en eau potable dans le Grand Conakry horizon 2040, mais aussi tout ce qui est études stratégiques liées à la mise en œuvre et au processus de réforme du secteur urbain de l'eau potable. Objectif, garantir une bonne gouvernance dans le secteur dans un pays qualifié de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de présenter aux membres du comité technique de pilotage toutes les actions qu'on a identifiées en rapport avec les agences d'exécution qui sont la SEG, la DATU, la Direction nationale de l'hydraulique et même le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement par rapport à l'exercice 2021. On le présente un peu tardivement parce qu'il y a eu quelques difficultés à tomber d'accord avec nos partenaires avec lesquels on travaille du côté de la Banque mondiale. En plus des études stratégiques qui seront menées du côté du ministère de l'Hydraulique et du côté de la Direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, plusieurs activités sont prévues pour cette année 2021, comme le témoigne le coordinateur du projet. C'est les travaux de pose de conduite parallèle, le démarrage des travaux de pose de conduite parallèle et entre Manéa jusqu'au niveau de la forêt de Dabompa, également dans la commune de Matam et également dans la commune de Kaloum. Depuis 1943, les conduites d'eau des grandes chutes jusqu'à Kaloum n'avaient pas été renouvelées. Pour réaliser ce projet et dans le but de fournir de l'eau potable aux Guinéens, il faut déguerpir les emprises des conduites. C'est l'avis du secrétaire général du ministère de l'Hydraulique. Il faut que nos populations pour lesquelles le projet s'engage à apporter de l'eau acceptent d'être déguerpies. Il y a autre chose. Tout le monde parle de l'eau, mais il faut la produire. Quand vous la produisez, il faut la produire suffisamment. Il faut la transporter. C'est par les conduites. Le budget global accordé au projet urbain Eau de Guinée s'élève à 30 millions de dollars. Pour les activités de cette année 2021, le coût des actions programmées s'élève à 8,6 millions de dollars. Alors que le mandat du comité exécutif présidé par Mamadou Antonio Soare arrive à expiration, la Fédération guinéenne de football peine à organiser un congrès pour élire un nouveau bureau exécutif. Après de multiples rebondissements, la FIFA et la CAF ont dépêché une mission sur Conakry qui est d'ailleurs repartie depuis le 24 juin dernier. En attendant, les directives de la FIFA, des voix s'élèvent
pour exiger la mise en place d'un comité de normalisation. Malik Sangiana Kamara, Mamadou Boiba, Yacouba Traoré. Pendant son séjour en Guinée, la mission conjointe a rencontré toutes les parties prenantes au processus. Amadou Diaby, vice-président de la FEGIFOOT, qui séjournait au Congo, a été obligé de revenir au pays pour donner sa lecture de la situation à la mission. À date, c'est la FIFA qui va déterminer la marche à suivre, mais quoi qu'il arrive, il faudra organiser un congrès. S'ils sont venus, c'est pour trouver une solution. Je pense que, quel que soit ce qui va arriver, il y aura des élections en Guinée. Ça, c'est obligatoire parce que notre mandat est déjà terminé depuis le 28 février. Ce sont des guerres d'ego qui ont conduit la FEGIFOOT à cette crise. Pour éviter ce genre de situation à l'avenir, ce journaliste sportif estime qu'il faut désormais mettre des techniciens à la tête de la FEGIFOOT et laisser les mécènes s'occuper des clubs. Je souhaite qu'on mette en place un comité de normalisation qui va être chargé de toiletter tous les textes. On fait des nouveaux textes. Tous les affairistes n'ont qu'à aller au niveau des clubs. Ceux qui ont l'argent ou prétendent avoir de l'argent n'ont qu'à aller au niveau des clubs. Gérer les clubs, c'est les grands clubs qui font le football dans un pays, et que ce soit les techniciens qui gèrent le football au niveau de la fédération. Il y en a ici. L'un dans l'autre des cas, Amadou Diaby demande à tous les acteurs de mettre l'intérêt du football guinéen au-dessus de tout. Cela passe notamment par le respect des statuts et règlements des instances dirigeantes du football. La FIFA, c'est comme un moteur des régulateurs dans notre football, et que nous sommes affiliés, associés à la FIFA. Donc aujourd'hui, c'est standard, le texte, c'est standard, c'est mondial. Donc le texte, le règlement doit être respecté. Si vous ne respectez pas le règlement de la FIFA et de la CAF, vous allez obtenir les sanctions. Aux dernières nouvelles, Aboubakar Touré, l'un des candidats au poste de président, a retiré sa plainte au niveau du TAS. Toutes les lèvres sont désormais suspendues à la décision de la FIFA et de la CAF. Revenons donc sur cet élément en début de journal. Ce jeudi, élèves et parents d'élèves pourraient être situés sur la date exacte du début des examens nationaux. Des propositions de calendrier sont faites. En attendant, le ministère de l'Éducation nationale s'attelle aux préparatifs. C'est un élément donc signé Mamadou Kalisso, Mamadou Aliouba. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est prêt à organiser les examens de fin d'année. Selon son porte-parole, les listes des candidats sont prêtes. Celles des correcteurs et surveillants sont en cours de traitement. Des propositions d'agenda sont faites et soumises au gouvernement. Elles seront examinées en conseil interministériel ce mardi. Les calendriers des examens devraient être connus dès jeudi prochain. Ce qui est important par contre, c'est que tout le monde retienne que les examens auront bel et bien lieu en ce mois de juillet. Je crois que c'est le plus important. Les cours ont démarré cette année avec 3 mois de retard à cause du coronavirus. Récemment, une inspection du MENA s'est rendue à l'intérieur du pays pour faire le constat sur l'évolution des programmes. Le rapport de cette mission indique que les programmes sont achevés et les sujets seront choisis de façon conséquente, prévient Ansa Diawara. Ce que je peux vous dire, nous sommes fin prêts et on dit aux candidats de se préparer parce que nous ne passerons que les meilleurs. Des dispositions sont prises pour le respect des gestes barrières. Le porte-parole du MENA rappelle que le slogan Tolérance zéro est toujours d'actualité. 2 surveillants par salle et 1 candidat par table banc. Ce qui veut dire que le téléphone est formellement interdit. Ce qui veut dire que la documentation, en tout cas, tout phénomène de fraude est complètement interdit et puni. C'est en marge du Conseil ordinaire des ministres du jeudi dernier que le président de la République a instruit les ministres concernés à prendre des dispositions pour l'organisation de ces examens en ce mois de juillet. Voilà donc, venons-en au grand angle de la rédaction. L'hygiène chez la femme pendant son cycle menstruel, un sujet tabou dans nos différentes sociétés. Or, il y a de quoi en parler. De nombreuses jeunes filles en souffrent,
peinent à délier la langue à cause du regard de l'autre. Or, parmi elles, celles qui ignorent en partie comment se font donc ces toilettes intimes n'ont pas les moyens pour se trouver les kits nécessaires à cet effet, à cette catégorie de jeunes. Donc il faut greffer celles qui manquent de moyens dans les pharmacies. Mariam Kamara, une jeune dame couturière à Fria, a pris l'initiative de venir en aide à cette couche féminine. Elle confectionne des serviettes hygiéniques réutilisables pendant 3 ans. Malik Sangana Kamara et El Haj Aliouba se sont rendus à Fria pour découvrir ces œuvres. C'est notre angle de la rédaction. La menstruation ou règle est une tradition qui commence chez les femmes dès l'âge de la puberté. Elle est caractérisée par l'écoulement périodique d'un fluide biologique complexe composé de sang, de sécrétions vaginales et de cellules endométriales de la paroi utérine évacuées par le vagin. À cette période, l'hygiène chez la femme doit être particulière, ce qui n'est pas le cas chez bon nombre de filles par méconnaissance ou par manque de moyens à se doter des kits de toilette. Mariama, cette dame couturière, avait sous sa responsabilité des centaines de jeunes filles à former en couture. Elle a pu remarquer que des filles ont des difficultés à s'entretenir pendant leur menstrue. À la suite de sa collaboration avec Days for Girls, une ONG américaine, Mariama a bénéficié d'une formation en avril dernier, lui permettant de confectionner des serviettes hygiéniques à base de tissus qu'elle va mettre à la disposition de celles qui en ont besoin. Je travaillais au centre Radiamafori de Fria où j'avais 200 jeunes filles à former en couture. J'ai constaté que les filles qui étaient avec moi, beaucoup parmi elles avaient des difficultés lorsqu'elles commençaient leurs règles. Certaines ne savaient pas comment prendre soin d'elles. D'autres n'avaient pas les moyens pour s'acheter des cotons hygiéniques. J'étais obligée des fois de leur offrir de l'argent pour qu'elles puissent se protéger. Un jour, j'ai fait la connaissance d'une ONG américaine qui fabriquait des serviettes hygiéniques. Ils avaient envoyé ici à Fria 150 kits de serviettes hygiéniques qu'on a partagés aux filles. Ensuite, on a eu à faire 2 jours de formation sur l'hygiène chez la femme pendant ses règles. À cette occasion, je leur ai demandé de nous former à pouvoir faire la même chose afin d'aider les femmes démunies dans ce cadre. Des imperméables, des doublures en coton, des boucliers, autant de matériel, tous importés du Ghana, entrent dans le confectionnement de ces serviettes hygiéniques. Sans produits chimiques, contrairement au coton hygiénique jetable vendu dans des pharmacies, ces serviettes localement fabriquées peuvent être réutilisées pendant 3 ans. Cette serviette hygiénique est avantageuse pour la femme puisqu'elle est réutilisable, contrairement au coton industriel. Si c'est bien conservé, elle peut être réutilisée pendant 3 ans. Ce produit est plus économique, mais aussi écologique, car il ne pollue pas l'environnement. Après la phase de production ce matin, Mariama et ses collègues ont un programme de sensibilisation sur la santé reproductive au lycée amical Cabral de Fria. Dans les salles de classe, dès l'entame des échanges, certains élèves semblent être complexés de parler de sexe, d'autres gênés d'évoquer le sujet de la menstruation. Mais dans l'ensemble, toute l'attention est braquée sur Mariama et son équipe munie d'une boîte à images. Le sujet débattu concerne directement ces écolières. Individuellement, chacune d'elles gère ses règles comme elle peut, avec tous les risques de contracter des infections. Avec la présentation de ce nouveau produit hygiénique, elle compte désormais en profiter
Ça, c'est une belle opportunité pour les filles, surtout celles qui ne peuvent pas se procurer de l'argent à chaque fois d'acheter les cotons hygiéniques. En voyant mes règles, mon ventre me fait mal, j'utilise le coton, mais ma mère me dit des fois que c'est pas bon. On préfère utiliser les pagnons pour nous protéger quand même, mais moi je dis que j'aime pas ça. Et elle continue de me dire que c'est pas bon. J'ai dit que j'ai continué à utiliser les pagnes, mais quand même ça c'est très bien. Même moi, je trouve ça incroyable. Cette dame utilisait des dispositifs ultravaginaux à usage unique pendant ses règles. Depuis qu'elle a fait la connaissance de cette serviette, plus besoin de l'industriel. Avant, c'est le coton industriel que j'utilisais. Avec ça, j'étais obligée de le changer à chaque 1 heure ou 2 heures. J'ai expliqué cette situation à une amie et elle m'a recommandé cette serviette hygiénique. Je l'ai achetée. Depuis que j'ai commencé à l'utiliser, je me sens à l'aise avec. D'après les spécialistes de la santé, lorsque la femme faillit à ses toilettes intimes, elle risque de contracter des infections. Ce que nous dit par rapport à ça, c'est un problème de santé publique, comme les autres. Parce que généralement, actuellement, l'État s'investit beaucoup dans la santé de la reproduction. Mais il y a des facteurs que nous oublions, surtout cette toilette que beaucoup de femmes négligent. Parce que quand vous ne faites pas, il y a les infections qui vont s'ensuivre. Parce que ces infections, quand vous utilisez des serviettes qui ne sont pas recommandées ou qui sont souillées, vraiment, ça expose la femme à des infections. Et qui parle d'infection, ça peut conduire même au cancer. Mariama, soucieuse d'atteindre son objectif, invite les autorités du pays à assister les jeunes filles, les femmes rurales, dans l'entretien de leur cycle menstruel. Je demande aux autorités et aux personnes de bonne volonté d'aider les femmes dans l'entretien de leurs règles. Nous savons que l'excision et le mariage précoce sont interdits, mais sont pratiqués malgré. Donc, moi, mon objectif est de contribuer à l'amélioration de la santé reproductive en Guinée, surtout dans les zones rurales où des femmes n'ont pas les moyens. Parallèlement, elle fabrique aussi des savons bio faits à base de l'avocat, du miel ou encore de la mangue. Et puis cette page noire, avant de nous quitter, El Hadj Biro Kanté n'est plus, c'est l'un des combattants pour l'indépendance de la Guinée, fervent militant du PDG-RDA. Il s'en est allé ce mardi à l'hôpital militaire de Rabat au Maroc. Bernard Koudounou et Aboubakar Keke Bangoura ont fait un tour dans sa famille biologique et celle politique. Il fut l'un des compagnons de l'indépendance et l'un des grands témoins de l'histoire contemporaine de la Guinée. El Hadj Biro Kanté, jusque-là membre actif du PDG-RDA, est décédé ce mardi matin au Maroc des suites de maladie. Le défunt était parti au royaume chérifien accompagner son épouse pour des soins. Et c'est pendant son séjour que lui-même a été frappé par un malaise qui l'a emporté. De ce qu'il nous a dit et de ce que nous avons vécu, El Hadj Biro a été de tous les combats, il a été de tous les fronts. Depuis sa rencontre avec le camarade Ahmed Sékou Touré, candidat à la mairie de Beila, jusqu'en 1984. Ex-ambassadeur et plusieurs fois gouverneur de région, le défunt est parti en laissant derrière lui une veuve et une quinzaine d'enfants. Tous regrettent sa disparition. Quand il nous corrigeait, on pensait qu'il était méchant avec nous. C'est quand on a terminé les études qu'on a su qu'il était pour nous un père véridique. Au sein du parti PDG-RDA, le bureau politique s'est très tôt mobilisé ce matin. Une façon de reconnaître la bravoure et l'engagement du défunt pour la Guinée.
Nous parlons en tant que PDG RDA, mais Elhadji Biro est aussi cet homme qui va au-delà du PDG RDA, qui n'appartient pas à sa famille. C'est le fils digne de la nation et de l'Afrique tout entière. Et nous pensons que le peuple de Guinée, les autorités, ensemble avec le PDG RDA, nous pouvons bien nous donner la main pour rendre un hommage vraiment mérité à Elhadji Biro Kanté. Elhadji Biro Kanté est décédé à l'âge de 96 ans. Sa disparition laisse un vide au sein de ses compagnons de l'indépendance guinéenne. Paix donc à son âme. C'est ainsi que nous nous quittons au compte de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellence de programme sur Espace TV, la télé d'une autre planète. Bonsoir.